Et donc, c'est parti et bienvenue, comme le disait Julie, pour ce 6e webinaire d'ADN Women. Donc, on est ravis de vous retrouver, que ce soit Julie, Sylvia, Karine et moi de l'association après le break estival et avec deux nouvelles invitées que Karine va vous présenter qui ont le point commun d'être 2 femmes entrepreneurs. Donc, voilà, ça, c'est une première pour nous et ça sera vraiment un bon sujet de discussion ce soir. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ADN Women, qui sommes-nous? Nous sommes en fait une association dans une démarche militante soutenue par le groupe ADN, qui est une agence de négociateurs professionnels représentée ici ce soir par Sylvia et dont le rôle est d'accompagner les entreprises, les organisations, soit pour se former, être plus aguerris aux techniques de négociation ou bien résoudre des situations complexes en accompagnement. Et donc, avec leur soutien et leur expertise, nous avons fait le choix d'organiser ces webinaires pour démocratiser l'accès aux techniques de négociation. Donc, c'est basé sur un référentiel très précis qu'utilise ADN et dont Sylvia nous parlera et qui nous donne des clés pour mieux négocier. Et nous avons souhaité en faire bénéficier le plus grand nombre, et notamment les femmes, parce qu'on part du constat que le monde dans lequel nous vivons est encore malheureusement inégal et que nous voulons, voilà, même si le contexte évolue et qu'on doit changer les systèmes et les faire progresser, et voilà, c'est aussi un appel à chacune à s'engager pour faire bouger les lignes. Mais en attendant, il faut se débrouiller avec le contexte existant et donc on veut vous donner des outils pour mieux négocier et notamment négocier les carrières, les salaires, la progression dans un objectif global de parité et d'égalité. Voilà, et on pense que la négociation est un levier à la fois très puissant, très coopératif, gagnant-gagnant, et qu'on a tout à gagner et tous à gagner à mieux négocier. Voilà un peu l'objet, et ce soir, on va le faire avec 2 personnes qui sont formidables et qui ont accepté de se prêter au jeu, de témoigner pour derrière que l'on puisse tirer quelques clés de leurs expériences. Voilà, Karine, je te laisse peut-être dire quelques mots si tu veux compléter sur ce sujet d'égalité notamment. Ouais. Merci Aurélie. En fait, tu as tout dit dans ton introduction, mais je vais juste en profiter. Non, je voudrais dire d'abord que je suis super heureuse de voir que les webinaires attirent de plus en plus de gens à l'international, en tout cas de pays différents, parce que je pense que c'est important qu'on ait ces conversations et ce dialogue de façon internationale, parce que d'abord, on a plus d'impact quand on est ensemble, on a plus de pouvoir, et puis surtout, je trouve que les femmes dans le monde aujourd'hui, on a quand même tout en commun d'être dans un contexte qui est particulièrement difficile. Voilà, quand on regarde ce qui se passe en Afghanistan, quand on regarde ce qui se passe au Texas, où les droits humains, les droits des femmes, les droits les plus fondamentaux sont bafoués. Je pense que c'est très important de rester en solidarité les unes avec les autres et je suis très fière, moi, de faire partie d'une association où on apprend les unes des autres. Alors ce soir, on va apprendre de 2 femmes ordinaires au parcours extraordinaire. Elles ont toutes les 2 en commun d'être des serial entrepreneuses, puisqu'elles ont monté quand même leur société, et là aussi dans un contexte particulièrement exigeant. Donc Cécile Barry, Alexia Boulet, 2 générations, 2 parcours, mais l'entrepreneuriat en commun, et puis surtout ce sont des femmes pour qui la liberté n'était pas négociable. Elles ont négocié d'abord peut-être avec elles-mêmes d'ailleurs et ensuite avec leur entourage de mener la vie qui leur plaît. Donc ça, c'est tout à fait inspirant et j'ai vraiment hâte qu'on les interviewe. Cécile Barry, c'est la fondatrice et la créatrice de l'entreprise Noam, dont elle nous dira un mot, qu'elle a créée en plein Covid. Et Alexia Boulet, architecte-ingénieure et créatrice de l'agence d'architecture Madin. Voilà. Et puis, nous aurons, comme d'habitude, Sylvia Bravarmenier qui nous fera le décryptage. Alors, Sylvia, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle, c'est non seulement une experte, mais c'est aussi quelqu'un qui enseigne la négociation. Donc, elle sera là pour rebondir sur ces histoires vécues et nous donner des clés un peu plus académiques. Et puis, un immense merci à Julie Crouziac, comme d'habitude, qui est la force derrière la behind the scene. Et c'est grâce à elle que l'on doit la promotion et l'organisation de ces webinaires ADN Women. On commence par toi, Aurélie et Alexia. Absolument. Absolument. Donc, moi, j'ai le plaisir de vous présenter Alexia. Donc tu as présenté le parcours, Karine, mais peut-être pas l'âge, mais quand même l'a autorisé, je vais le faire. Donc, Alexia a 31 ans et voilà, pour nous, c'était aussi important, voilà, comme tu le disais, d'avoir différentes générations, différents moments aussi de vie personnelle et de carrière.
Et voilà, moi, j'ai été très marquée par notre rencontre et cette force et cette détermination, Alexia, dont tu as fait preuve dans tes choix et dont tu vas nous parler ce soir. Voilà, merci. Et je vais d'abord t'interroger sur ton parcours. Juste peut-être un mot sur le tempo aussi. N'hésitez pas, comme le disait Julie, vraiment utiliser le chat. Malheureusement, on ne voit pas vos visages, mais c'est très précieux pour nous d'avoir vos réactions, vos commentaires, vos questions. Et ça orientera aussi Sylvia, qui pourra vous donner des clés peut-être de lecture, d'interprétation, de leçons, des expériences que l'on peut tirer. Donc, utilisez vraiment ce chat. Donc, peut-être Alexia, bonsoir. Peut-être j'aimerais commencer par ton parcours académique et professionnel. Tu as su très jeune ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas. J'aurais aimé que tu me racontes voilà, le début de ta carrière et de tes études avec une double formation, ce qui est quand même deux parcours qui n'étaient pas forcément des évidences pour une femme. Voilà. Donc, est-ce que tu veux bien partager avec nous ce choix de Oui, formation? après un bac S, j'ai décidé de faire une école d'art pendant 1 an. Il s'est avéré que finalement, ça m'a pas forcément plu parce que j'avais envie de plus et que du coup, je me suis réorientée en architecture. J'ai fait une école d'architecture et en même temps, j'ai fait un bicursus avec une école d'ingénieur, le STP, pour devenir ingénieur en bâtiment. Donc ça, c'était un cursus de 7 ans. Et ce que j'ai choisi comme parcours, en fait, c'était vraiment dans l'envie de créer. Et du coup, pour pouvoir créer et réaliser ses rêves, pour moi, c'est passé d'abord justement par des formations et par ce bicursus pour pouvoir être compétente et réaliser mon rêve qui était de construire de grands projets, pas au sens vraiment de mètre carré, mais de construire une idée et vraiment de créer. Donc voilà, Et tu peux nous dire quelles ont été les réactions de ton entourage? Parce qu'au début, ce n'était pas forcément une évidence pour tout le monde voilà, que c'était le bon choix pour toi. D'abord, l'école d'art, mes parents m'ont laissé faire alors que j'avais fait un bac S, mention très bien, en me disant mais il n'y a pas vraiment de suite, de logique dans ce que tu fais, mais ils m'ont laissé faire ma propre expérience et j'en ai eu besoin parce que c'est grâce à ça que j'ai pu me réorienter vers l'architecture, en me disant bon, c'est peut-être un peu plus entre l'architecture et l'art, donc je suis partie entre l'art et les sciences, c'est pour ça que j'ai fait de l'architecture. Et là, mon père m'a dit, mais ma fille, tu choisis vraiment le seul métier où ton physique ne va pas t'aider. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que ça allait être compliqué, que je devais être 2 fois plus compétente que les autres. Et ça s'est très vite confirmé parce que dès mon premier stage, quand je suis arrivée sur le chantier, moi, la petite blonde, on m'a dit clairement, c'est la nouvelle petite secrétaire. Mais à aucun moment, on a pensé que je pouvais être architecte. Et quand on leur a dit après, non, mais elle est architecte et ingénieure, d'un seul coup, ma voix a pu se faire entendre. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est rarement des remarques qu'on fait aux jeunes garçons. Et en même temps, c'était empli de bienveillance et sans doute très juste parce que tu nous as dit que tu avais derrière voilà, vécu ce genre de situation. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est le courage d'arrêter et de se réorienter. Et tu l'as exprimé pour tes études, mais tu l'as fait aussi dans ta carrière. Et donc, tu nous disais que la première négociation, ça avait été avec toi-même pour à un moment donné aussi mettre des limites quand tu trouvais que tu n'étais pas dans le bon environnement. Tu peux nous raconter cette transition avant de créer ton entreprise, justement? Et justement, quand on parlait de négociation tout ensemble pour la première fois, je me suis rendu compte que le premier accord que j'avais trouvé, c'était pas en fait avec quelqu'un d'autre, mais c'était avec moi-même. Et en fait, pour trouver un accord avec moi-même, j'avais besoin en fait de vraiment réaliser ce rêve et de me laisser vivre ma vie comme j'avais envie de la vivre. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand, à la fin de mes études, j'ai trouvé une grande agence d'architecture en me disant, génial, ça va être l'endroit pour réaliser mes rêves, réaliser des grands projets. Et finalement, je me suis retrouvée monotache, pas forcément toujours à ma place. J'avais l'impression d'être un peu à 20% de mes capacités quand je travaillais. Et puis, j'ai eu une mauvaise expérience avec un client qui m'a fait des avances que j'ai refusées. Et du coup, je me suis rendu compte que le plus important, c'était le client et pas forcément moi dans ce problème-là. Donc, là, je me suis dit, mais en fait, je ne me reconnais pas. En fait, je suis en train de perdre mon temps, donc je ne vais pas rester là-bas. Et c'est comme ça que j'ai quitté la première agence dans laquelle j'ai travaillé pour, à 29 ans, décider de monter ma propre agence d'architecture.
Alors, c'est effectivement déjà courageux à 29 ans de quitter un chemin bien établi. Je pense que c'était voilà, aussi un endroit renommé pour toi. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment tu penses que cette ambition et ce moteur, enfin, d'où te vient cette énergie en fait et cette espèce d'étoile que tu as voilà, comment est né ce rêve voilà, quand est-ce que tu as su que tu avais une ambition, que être utilisé à 20%, c'était juste pas négociable pour toi? Je pense que je la tiens en partie de mes parents qui ont toujours essayé enfin, qui ont toujours fait leur passion, qui se sont jamais laissés abattre. Ma mère est éleveuse de chiens. Elle a monté un empire du chien. C'est presque Rihanna du monde du chien. Tout le monde la connaît. Et pour arriver à ça, en fait, elle a dû d'abord prouver était capable d'être vétérinaire pour ensuite élever ses chiens. Et en fait, elle est animée par ce rêve. Elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais je la vois tellement heureuse que j'ai eu envie, moi aussi, d'avoir mon rêve. Donc, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je lâche rien quand j'avais envie de créer, en fait, et que j'avais des obstacles sur ma route pour m'empêcher de créer, qu'il fallait que je refuse de renoncer à mon rêve. Oui, et puis c'est intéressant ce parallèle parce que tu dis elle s'est surformée pour son rêve et toi aussi finalement parce que tu t'es dit pour être légitime, voilà, je vais pas seulement être archi, mais En fait, j'avais besoin d'être compétente parce qu'avant tout, pour moi, pour me dire, il faut que j'arrive à faire ça, je me dis, mais il faut que j'ai les compétences à la fois pour assurer, mais aussi à la fois pour être entendue, parce que j'ai besoin d'être légitime et crédible du point de vue des autres pour faire passer mes idées. Donc, quelqu'un qui est pour moi incompétent, on ne l'écoute pas parce qu'il ne sait pas de ce dont il parle. et donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'aventure de cette création d'agence et qui correspond aussi pour toi à la fois à la réalisation d'un rêve, mais aussi à des négociations entre les différentes vies, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ben, Après justement mon expérience en agence, je suis partie en voyage pendant 6 mois avec mon homme. J'avais besoin de prendre du recul justement sur cette expérience qui m'avait mis un petit coup quand même. Et du coup, j'avais besoin de me retrouver et de retrouver vraiment ce que j'avais envie de faire. Et pendant ce voyage, est née l'idée justement de monter mon agence avec mon meilleur ami et mon homme, 2 hommes du coup. Et je pense que ce choix, il a mis du temps à mûrir aussi parce que ça me faisait prendre beaucoup de risques au final d'arriver à trouver une bonne négociation entre vie privée et vie professionnelle. Dans le sens où à 29 ans, je savais que j'allais aussi avoir des enfants et que j'avais envie d'avoir des enfants. Et donc, du coup, monter quelque chose toute seule, c'était plus compliqué. Et pour moi, du coup, le bon choix a été de me dire, bon, au lieu de monter des relations professionnelles, autant monter aussi des relations amicales et humaines qui vont me permettre justement d'avoir ce bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que personne ne me regarde mal quand à 17h30, je dois aller chercher ma petite à la crèche. Alors, du coup, on a des réactions dans le chat, et puis c'est un sujet dont on a parlé aussi ensemble. Voilà, tu dis aller partir à la crèche, mais tu peux nous raconter comment ça se passe, l'équilibre à trois, ces trois associés, comment vous vous répartissez entre vie professionnelle et vie personnelle? Qu'est-ce que chacun d'entre vous a finalement négocié dans les rôles et responsabilités? On a négocié d'être avant tout amis avant d'être collègues. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche bien parce que du coup, chacun a ses libertés parce qu'on se fait tous confiance et qu'on est très impliqués tous dans les projets. Donc, on a une certaine équité entre nous trois. Ce qui ne veut pas dire qu'on mène les négociations de la même façon. Par exemple, quand on est tous les trois ensemble, j'ai tendance à dire que les meilleures négociations que je réussis, c'est celles que je ne fais pas et que je laisse faire aux garçons parce que je les trouve bien meilleurs que moi. Pas parce que je suis une femme et eux des hommes, mais juste parce que je me sens moins à l'aise avec les négociations. En tout cas, à être au front de la négociation. Je préfère être une fonction support ou aller produire les documents qui vont permettre de faire la négociation, participer aux réunions où on fait des stratégies ensemble, mais quand on va au front, c'est pas forcément moi qui y vais. Et par contre, ce que j'aime dans justement ce trio, c'est que ça me permet le fait d'être une femme devient un atout. Parce que d'un seul coup, j'ai pas besoin de prendre la position d'un homme, de négocier comme un homme. Au contraire, le fait que je sois une femme, ça fait de moi une singularité en fait dans l'équipe.
En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait un alignement finalement entre celle que tu voulais être et celle que tu étais aujourd'hui dans cette agence et un épanouissement, enfin, je crois, qui s'entend pour tous, où tu as trouvé voilà, à la fois comment exploiter. Là, tu n'es plus à 20%, n'est-ce pas? Ah non, là on est à 200%, 300%. 200%. Ouais. Et du coup, tu peux nous dire comment ça se négocie aussi côté vie personnelle, parce que tu parlais d'un bébé, voilà, vous êtes en couple. Est-ce que c'est du coup toi tous les soirs? Comment vous avez réparti les choses? Non, non, on s'est répartis à 50-50. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a signé les trois premiers contrats de l'agence la semaine où j'ai accouché. Donc, c'était plutôt intense en retour des maternités. Donc, forcément, au tout départ, j'étais moins productive parce que bah, j'avais fait le choix d'allaiter. Donc, forcément, ça me demandait du temps, même si j'arrivais bien à le caler devant mon ordinateur au sein. Il n'y avait pas de souci pour ça, mais ils savaient que c'était pas parce que j'étais moins productive que j'étais pas aussi impliquée que d'habitude. Et du coup, ça a posé aucun problème. Donc plutôt un environnement de bienveillance, Mhm. d'équité et du coup d'épanouissement. Et donc tu ne regrettes pas d'avoir fondé ton agence Ah et non, c'est parfait. Tout le monde a aussi bien grandi, que ce soit le bébé comme l'agence. On a commencé avec des tout petits apparts et maintenant on vient de signer un gros projet pour 2700 mètres carrés de bureau. Donc on est ravis. non mais bravo et je pense que Sylvia reviendra aussi sur la négociation avec soi-même et aussi sur la négociation finalement en équipe. Parce que je pense que ce que tu as commencé à décrire sur ton rôle est aussi intéressant dans les jeux. Voilà, Et tu c'est as une vraiment part des jeux de rôle entière. qu'on se donne Ouais. chacun. En fait, comme j'ai fait un stage chez Eiffage quand j'étais plus jeune, j'avais un directeur de travaux qui m'a vraiment laissé faire, qui m'a dit, bon, bah, tu vas et tu fais tout ce que tu veux. Et dès que tu as un problème, tu fais appel à la hiérarchie, tu fais appel à moi. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, je pouvais négocier comme je voulais. Et puis, dès qu'on avait un problème, on utilisait justement cette hiérarchie. Là, au sein de l'agence, entre nous, il n'y a pas de hiérarchie. Mais par contre, on se donne des jeux de rôle. Il y a le good cop, bad cop, etc. Et en fonction de l'intervenant et de la négociation qu'on est en train de mener, on n'envoie pas la même personne et pas au même moment pour justement parvenir à une Et comment vous avez fait pour les salaires? C'est l'égalité totale? égalité totale. Ouais, Il y c'est a une une des question questions qu'on a dans le intéressante sur le chat. stage aussi, sur le chat aussi, sur quelque part, comment mettre des frontières, hein, c'est-à-dire par rapport au couple, il vaut mieux ne pas parler travail à la maison, ou bien c'est selon le profil du conjoint. Ma question pour toi, Alexia, c'est comment on met comment dire, comment tu sépares en fait aussi les différents espaces. En fait, c'est un peu compliqué de dire que je sépare parce qu'on ne sépare pas du tout. Parce que l'architecture, pour moi, maintenant, telle que je l'exerce, en fait, c'est plus mon travail, c'est ma passion. Donc, c'est juste, on fait un hobby ensemble, comme on irait jouer au tennis. Donc, on va jouer au tennis parfois avec son conjoint. Donc, voilà, je joue au tennis avec mon conjoint toute la journée. Ouais, mais super, Bravo. bravo. C'est beau de voir, voilà, aussi jeune, de pouvoir réaliser sa passion. Et c'est aussi voilà, la prise de risque que tu as eue à deux reprises, d'abandonner des chemins tout tracés voilà, pour oser mener justement ce rêve et le transformer en réalité. Peut-être, Sylvia, est-ce que tu veux rebondir sur quelques points que tu as entendus du témoignage d'Alexia et qui peuvent aussi éclairer les participants, participantes? On ne t'entend pas encore, Sylvia. Oui, voilà, ça reste une best practice, hein, allumer son micro, exactement. Voilà. Donc, voilà, tout va bien. Donc, merci déjà, Alexia, pour partager ton expérience. Et c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir des fois des profils qui ont vécu des expériences longues et d'autres qui sont super jeunes et qui ont pris des décisions très jeunes. Donc, je trouve que c'est chouette ce choix d'intervenante. Il y a plein de choses qui ont fait écho dans ce qu'a pu raconter Alexia. C'est vrai que impossible de ne pas noter au début ce petit syndrome d'imposture des femmes qui fait qu'on se sent vraiment à l'aise quand on est surdiplômé ou en tout cas quand c'est vraiment bien formé avant de faire quelque chose. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on va mener, dans les négociations qu'on doit mener. Et quand Alexia nous parle justement de la blondinette qui déboule au milieu d'un chantier à qui on a envie de dire ah ben super, amenez-nous 2 cafés, mademoiselle. Et en fait, non, ben, c'est l'archi. Eh bien, ça s'appelle, on en a un petit peu parlé, mais les pouvoirs qu'on a en tant que négociatrice dans une négociation. Il y a le premier, c'est l'institutionnel, c'est celui qu'Alexia a choisi de renforcer. C'est les diplômes, c'est mon titre, c'est
l'entreprise, le parcours que j'ai eu. Voilà, donc ça, c'est mon pouvoir institutionnel. Elle a choisi de le renforcer avec 2 diplômes pour se dire, OK, je suis la petite blondinette, mais dans les faits, les amis, dans mon pouvoir institutionnel, maintenant, j'ai 2 diplômes. Après, il y a toute la situation de négo qu'elle est en train de construire, son pouvoir situationnel, c'est-à-dire les œuvres qu'elle va réussir, les bâtiments, les projets qu'elle mène, etc., qui pourra lui faire dire aussi, et de plus en plus, évidemment, je te le souhaite, Alexia, oui, mais derrière moi, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'aurai aussi un vrai pouvoir situationnel. Et puis après, et le plus important, ça va être la relation qu'on peut nouer avec l'autre. Alors, ils se sont répartis les rôles sur les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs différents interlocuteurs. Mais le dernier pouvoir, c'est le pouvoir personnel. Et donc, évidemment, il y a plein de choses dedans. Il y a notre âge, il y a notre genre, il y a notre couleur de peau parfois, il y a notre religion parfois. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans ce pouvoir personnel. Et parfois, ça pose un problème à l'autre. Eh bien, comme on l'a déjà dit, comme on le redira, c'est pas parce que ça pose un problème à la personne en face de vous, que vous soyez une femme, que vous soyez blonde, que vous soyez ronde, que vous soyez maigre, que vous, ça doit vous poser un problème. Donc, quand j'arrive sur une situation de négociation, si le fait que je sois une petite blonde, ça pose un problème de pouvoir à l'autre et que ça le déstabilise un peu, c'est pas grave. J'ai d'autres pouvoirs avec moi, en l'occurrence l'institutionnel, le situationnel et la relation qu'on va pouvoir nouer ensemble, qui sera professionnelle, qui sera de confiance et qui fera que, bah oui, peut-être que votre premier a priori n'était pas le bon, mais vous verrez que la suite assurera. Donc voilà, c'était le point des pouvoirs et comment ne pas parler non plus du non négociable. Et donc, elle fait le choix de partir. Elle fait le choix qu'à 17h30, elle va s'occuper de ses enfants, en l'occurrence de son enfant. Et son choix aurait pu être autre et se dire qu'à 17h30, c'est son mari qui s'occupe des bébés et pas elle. Et c'est pas grave, ce serait ses choix quand même. Mais le plus important dans tout ça, c'est de se dire qu'est-ce qui n'est pas négociable pour moi? Qu'est-ce qui touche mes valeurs? Et est-ce que finalement, réussir ce rêve, je suis OK pour que mon mari s'occupe des enfants à 17h30 et j'assume pleinement le fait que c'est moi qui reste jusqu'à 20h, mais par contre, je serai à 100% avec mon enfant quand je vais le retrouver. Ça, j'assume, c'est mon non négociable. Ou l'inverse, le rôle de maman que je me suis donné, le rôle de mes rêves, c'est de pouvoir le faire dîner tous les soirs, faire ses devoirs, etc., quitte à partir un peu plus tôt du boulot et ne pas faire un projet peut-être qui demandait de rester beaucoup plus tard. Donc, c'est peu importe les choix, et on n'est pas là pour juger les choix d'aucune. Par contre, c'est d'être capable d'identifier le non négociable. Et c'est souvent un peu douloureux, donc c'est un peu le chemin que fait Alexia. C'est un petit peu douloureux aussi de se remettre en question, de se dire est-ce que j'accepte de rester dans cette boîte-là ou finalement, quand on renonce à des avances de quelqu'un, c'est nous la coupable. Est-ce que j'accepte de renoncer à mon rêve d'être archi parce que finalement je suis une blondinette et que je suis pas crédible? Eh bien non, voilà, c'est mon non négociable. Donc là-dessus, je ne lâcherai pas. Et ça demande parfois un petit peu de remise en question, parfois de l'expérience. Donc c'est chouette, Alexia, que tu aies fait ce chemin-là jeune. Des fois, il y en a qui n'ont pas encore fait ce chemin-là à 70 ans et qui nous disent accepter des situations qui ne leur vont pas du tout par rapport à leurs valeurs, mais qui n'assument pas ce non négociable. Voilà, donc ça m'a interpellée. Et est-ce que j'ai le temps d'en dire un petit dernier ou pas, Aurélie? Oui, avec plaisir, Sylvia. Je fais ça, sinon, non, ça va. Et le petit dernier, c'est aussi le choix du négociateur. Parce qu'elle a dit, voilà, je ne suis pas forcément à l'aise pour négocier, je ne suis pas une très bonne négociatrice. Alors évidemment, j'ai envie de lui dire, mais peut-être que si, Alexia, mais admettons que ce ne soit pas le cas, et que c'est que de l'imposture, mais admettons que ce ne soit pas le cas, et ben, c'est très mature aussi de se dire que pour certains combats, pour certaines négos, je ne suis pas la bonne négociatrice. Donc, on peut prendre cet exemple, hein, mais quand on a dû faire des travaux chez nous et dans mon appartement avec mon mari et que l'entrepreneur qui était un Serbe n'imaginait pas 2 secondes négocier le devis avec une femme, bon, eh ben, écoutez, j'ai mis mon combat féministe dans ma poche 2 minutes en me disant que de toute façon sa situation était définitivement perdue et qu'on n'allait pas le récupérer et j'ai envoyé mon mari négocier parce que je n'étais pas la bonne négociatrice et que peut-être c'était un combat que je n'avais pas envie de mener parmi les nombreux qu'on doit mener, Karine, avant de faire en sorte que le monde soit plus juste pour les femmes. Je me suis dit que là, j'allais le laisser. Merci beaucoup, Sylvia. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez encore des réactions ou des questions pour Sylvia,
ou pour Alexia. Voilà, tu as des commentaires très élogieux dans le chat, Alexia, pour ton témoignage, ta maturité, ton ambition. Voilà, je pense que c'est un vrai modèle et ça aidera probablement aussi les plus jeunes de nos auditrices, parce qu'on a aussi souvent des étudiantes. Et donc, c'est bien aussi de résoudre ces problèmes de non négociables plus tôt que plus tard. Voilà. Donc, merci Alexia et je propose de passer la main à Karine qui va aussi introduire Cécile, qui va nous raconter aussi d'autres choix, d'autres non négociables. Merci beaucoup Aurélie et merci Alexia. Merci pour ta clairvoyance. Je trouve que c'est vraiment génial de t'entendre, tant vis-à-vis de toi-même que vis-à-vis des autres. Alors moi, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Barry. Alors Cécile, ce qui n'est pas dans sa bio, c'est qu'on est de vieilles amies, toutes les deux. Et Karine, de longue date, tu veux dire? De longue date, Et surtout, Cécile est pas seulement une entrepreneuse, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup milité et a été la présidente, et encore la présidente d'honneur de Actionnel, Cécile, c'est ça, hein? Et présidente d'honneur, oui, plutôt membre du conseil d'administration. Voilà. Alors, je vais t'interroger sur deux dimensions parce que avant qu'on parle de toi et de ton parcours et de tes négos à proprement parler, en tant que businesswoman, je voudrais t'entendre aussi sur les femmes que tu as accompagnées parce que tu as la particularité d'avoir accompagné des centaines, des milliers, je pense, de femmes entrepreneuses. Et alors, Alexia disait tout à l'heure, voilà, en tant que femme, moi, je trouve que j'ai une singularité qui est ni un plus ni un moins, mais c'est une singularité. Alors, toi qui as observé et coaché des milliers de femmes entrepreneuses, quelles sont les singularités des femmes? En tout cas, est-ce qu'il y a une singularité des femmes lorsqu'elles entreprennent et lorsqu'elles négocient? Alors, bonjour à toutes, à tous, il y a des hommes. Quand je reviens sur ces 10 ans d'accompagnement de femmes entrepreneurs, oui, j'ai pu remarquer des points communs qui sont, je pense, un peu communs dans d'autres secteurs. C'est surtout le retrait. Voilà, les femmes qui se mettent en retrait, même quand elles décident de monter une entreprise, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Pourquoi ces réseaux justement d'entrepreneuriat au féminin ont été créés, c'était justement pour leur dire osez, allez-y, enlevez-vous toutes les barrières, parce qu'il y en a et il y en a énormément. Je reviens sur le terme de la négociation, c'est vrai qu'il faut d'abord négocier avec soi-même avant de négocier avec les autres et savoir le faire. Et ce que j'avais remarqué, c'était déjà que quand une femme sort de son métier de salariat parce qu'elle l'a décidé, ça ne veut pas dire que tous les membres de sa famille l'ont décidé. Ça ne veut pas dire que tous les amis vont comprendre son rêve, en fait. Donc, il y a on les voyait qui allaient voir le mari ou le compagne et qui disait voilà, j'ai décidé de monter mon entreprise. Et bon, ça tiquait quelquefois. Donc, il faut savoir s'imposer dans ces moments-là. Et puis même aux yeux des enfants, quand vous avez une maman qui avait des horaires peut-être réguliers, qui allait chercher, qui s'occupait d'eux, puis tout d'un coup qui dit non, je vais changer de métier, etc. Et qui peut être à la maison en train de commencer son entreprise parce qu'elle n'a pas les moyens ou parce que ce n'est pas le moment d'ouvrir d'avoir un local. Donc, elle est à la maison. Et le fait de rester à la maison, ça brouille les pistes, en fait, de la famille. En disant, si elle est là, elle n'a rien à faire, en fait. Voilà, donc les enfants continuent à demander ce qu'ils continuent d'habitude. La conjointe continue à demander ce qu'ils demandent d'habitude. Et du coup, on avait souvent des burn-out liés à ça. Et c'est souvent, on les voyait arriver à ce moment-là aussi. D'accord? Sauvez-moi de là, aidez-moi à trouver des mots pour que justement je puisse arriver à réaliser mon rêve. Et Cécile, tu as vécu entre la Guinée, la Belgique et la France, hein, c'est ça? Oui. Et donc, tu as accompagné à la fois des entrepreneuses dans des secteurs d'activité différents, mais aussi dans des pays et des cultures différentes. Comment tu vois la dynamique culturelle? En tout cas, quel est l'impact de la culture sur la façon dont on entreprend et par ricochet sur la façon dont on négocie? Alors, pour la façon d'entreprendre, les femmes africaines, elles sont entrepreneurs nées.
elles n'ont pas de choix, en fait. Voilà, moi, je ne parle pas des grandes classes, hein, mais une femme africaine, elle va se lever le matin, elle va aller au champ, elle va prendre toute sa récolte, elle va aller le vendre au marché. Voilà, c'est une obligation pour pouvoir survivre à ses besoins et tout de suite à ceux de ses enfants. C'est d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, bien souvent elle qui est un peu chef de famille, hein, contrairement à ce qu'on pense. La problématique qu'elle a, c'est le développement de sa structure. Donc, c'est comment mieux avancer, etc. Une femme européenne ou française, de ce que j'ai vu, elle reste, ce que je disais, c'est le fameux retrait. On n'ose pas déranger. Est-ce que quand je vais monter mon entreprise, ça ne va pas déranger ma famille, etc. Et elle se voit pas comme chef de famille. Mais vraiment, et c'était ça, ça a été ça, moi je sais, mon combat pendant ces 10 ans et mon combat actuel, c'est de dire, mais tu es un chef de famille comme la personne avec qui tu vis. Et puis malheureusement, un couple sur 2 se sépare en région parisienne et 1 sur 3 en province. Et du coup, qui a la charge généralement à 80%, 90% des enfants, etc., c'est bien la femme qui devient chef de famille. Donc ça, c'est des choses qu'elles ont vraiment du mal encore. Elles vous disent oui, 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 mais c'est pas encore, pour moi, c'est pas encore un oui à 100%. C'est pas encore un standard, en tout cas une norme. Ouais. Et comment, alors toi, tu as monté, tu vas nous dire un mot de Noam quand même, ta dernière boîte, et tu en as monté combien avant? Une ou deux agences de communication. Tu as démarré dans l'immobilier aussi. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé à l'entrepreneuriat Alors, moi, j'ai toujours su que je voulais monter mon entreprise depuis petite. Alors, toute petite. Hein. Moi, je disais à mes parents, je sais que je serai PDG de quelque chose. Donc, voilà. Donc, ça, c'était… donc, ça rigolait, etc. Et puis après… en évoluant, j'ai fait pas mal de métiers et assistante, je travaillais dans l'hôtellerie. Et puis après, j'ai rejoint un groupe dans l'immobilier où j'ai commencé en tant que secrétaire pour finir, parce que j'ai repris des études aussi comme directrice de communication. Et du coup, mais je m'étais toujours dit, il faut qu'avant tes 40 ans, tu montes ton entreprise. Ça, c'était un truc que je m'étais dit… depuis longtemps et je l'ai monté à 37 ans, donc j'étais contente, hein, mais je ne l'ai pas monté de façon, je veux dire, ça a été un moment de ma vie où justement, il y avait mon dernier emploi qui ne s'était pas très bien passé à la fin, au bout de 9 ans de salariat, c'était juste la fin qui ne s'est pas très bien passé. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, c'est le destin. Ça veut dire que voilà, tu dois peut-être tourner une page et que c'est peut-être le moment d'y aller. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et tu as négocié ton départ à l'époque? Oui, alors j'ai négocié mon départ et en fait, on voulait un peu me faire partir assez vite parce que trop de succès. Voilà, trop de succès que ça gênait certains hommes qui étaient autour de moi. Et du coup, je négociais, je me suis dit, soit je vais dans le frontal, voilà, soit je vais dans le frontal, et puis alors là, c'est peut-être moi qui va avoir des soucis psychologiques ou des choses comme ça. Et par contre, je me suis dit, ça fait 9 ans que j'y suis, j'ai pas envie d'oublier les 8 dernières années, en fait, donc, où ça s'est bien passé. Donc, on va y aller d'une autre manière. Et en fait, j'étais d'une autre manière, ça s'est bien passé. Et c'est quoi l'autre manière? L'autre manière, c'est qu'il y avait le N+1 qui était reparti aux États-Unis, à qui j'ai écrit une longue lettre et qui est venu me dire au revoir. En fait, il a pris l'avion qui est venu me dire au revoir et avec qui on est toujours en contact parce que c'est lui qui m'avait embauché et c'est lui qui était resté là juste pendant 7 ans. Et du coup, je me suis dit, voilà, te prends pas la tête, parle avec celui avec qui tu peux parler, en fait. Ça sert à rien de rentrer dans des conflits. Et j'avais pas envie pour ma santé, mon état d'âme, de rentrer dans des conflits. Ouais. Et si c'était à refaire, est-ce que tu le gérerais différemment maintenant que tu as du recul et que finalement il en est sorti quelque chose d'assez génial quand même? Ah non, mais moi sincèrement, je regrette rien. Hein. Évidemment, c'est pas plaisant. Certaines choses n'ont pas été plaisantes, mais je ne regrette absolument rien parce que c'était aussi un petit coup de pied au derrière.
Ça a été le moment aussi où il fallait parler justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport au conjoint, à mon mari, parler d'entrepreneuriat. Et là, il m'a regardé parce que lui, c'est pas du tout un monde qu'il connaît du tout. Et il se disait, elle est un peu folle, quoi. Donc, du coup, ça a été son incompréhension aussi pendant quelques temps, de quelques années. Et maintenant, c'est devenu un fervent défenseur de l'entrepreneuriat. Mais c'est parce qu'il voilà, il a vu, et puis je voulais, et ce qu'on avait créé aussi chez Actionnel, quand on faisait des soirées, et je souhaitais que les conjointes soient là. Voilà. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ils se rendaient compte à ce moment-là que leur épouse, ce n'était pas la seule à vivre l'expérience voilà, qu'elle vivait. Donc, ils discutaient et on faisait des échanges. Je disais, vous parlez avec un tel. Et à la fin, il me disait, merci parce que je ne m'en rendais pas compte. Et puis voilà. Et du coup, le mien, mon mari aussi, je le faisais venir. Je lui dis, comme ça, tu vas comprendre. Et c'est comme ça qu'il a compris. Alors, comment on négocie justement? Comment tu as négocié, toi, avec ton conjoint? Parce que c'est quand même des négociations chargées, effectivement. Est-ce que tu as un exemple? Réussi ou non? Réussi ou non, non, c'était lui qui, comme je dis, qui n'est pas du tout le monde entrepreneurial et qui ne comprend pas qu'on puisse prendre des risques. Voilà, lui, il ne comprenait pas du tout qu'on puisse prendre des risques, qu'à un moment donné, il faut avoir sa paye à la fin du mois, qu'il faut… Donc, il se disait, mais c'est des choses qui… Et ça a été… Il y a eu des moments qui n'ont pas été simples, voilà, qui n'ont pas été simples avec lui. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, arrête de parler. D'accord, ça ne sert à rien, de toute façon, agis et invite-le au moment à certaines actions. Voilà, pour qu'il voit petit à petit quelle est cette dimension d'entrepreneuriat et qu'il voit qu'il y en a en fait énormément d'entrepreneurs et que beaucoup de gens prennent ces risques. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'il a commencé à dire, bon, elle n'est pas toute seule comme les autres. Et l'entrepreneuriat, oui. Et puis du coup, on a eu des amis, en fait, parce qu'au fil des années, moi, j'ai 95% de mes amis qui sont entrepreneurs. Donc, il a baigné aussi dedans. Donc, l'immersion et l'éducation pour les conjoints et les conjointes. Et alors, Cécile, quand on est présidente d'une association militante, on négocie notamment avec des hommes politiques. Toi, tu as eu la chance de rencontrer au moins 2 présidents de la République pour l'instant. Comment ça s'est passé? Comment tu as négocié avec eux? Qu'est-ce que tu as dû négocier? Et le fait d'être une femme et le fait d'être une femme noire, est-ce que ça a eu un impact sur la tonalité de la négociation? Pas les 2 présidents, mais sur d'autres élus politiques, bien sûr. J'ai été invitée à plusieurs endroits. Ils ont toujours été un peu choqués bon, déjà, les réseaux féminins, faire admettre à certains hommes, ce n'est pas simple. D'accord, c'est pas simple de dire je suis femme d'un réseau de femmes entrepreneurs. Oui, pourquoi, comment, ça sert à quoi? On ne comprend pas pourquoi. Bon, ça, je l'ai entendu, je ne sais pas, des milliers de fois. J'ai dit, bon, OK. Ensuite, quand vous dites ça, évidemment, comme tout le monde voit, je suis bien noire. Et du coup, il se disait, elle est du coup présidente d'un réseau de femmes noires. Voilà, donc ça et tout. Donc, d'expliquer que non, il n'était pas, c'était toutes les femmes de toutes les conditions, de toutes les origines qui venaient, ça a été… Mais à un moment donné, je me suis dit, on va arrêter de parler de ça, parce que ça, c'est pas moi non plus de tout le temps se justifier de quoi, etc. C'est de montrer ce qu'on fait, de montrer des actes, de les faire venir. Voilà, moi, je suis toujours pour l'immersion, justement, de les faire venir, de faire rencontrer. C'est pour ça qu'on avait aussi monté les forums de métiers chez Actionnel, pour montrer que les femmes pouvaient, de toute origine, de tout horizon, pouvaient tout faire. Donc, à un moment donné, moi, je ne suis pas dans je m'excuse parce que je suis noire, je m'excuse, machin. Je ne suis pas non plus dans je dois te prouver. Moi, on avance. Voilà. Dans les actions, dans la négo vraiment, en fait, dans ce qui doit être né. C'est quoi notre agenda, quoi? Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on parle des hommes, mais je l'ai dit aussi, les femmes, ce n'est pas évident. Il ne faut pas croire que ça a été facile.
même déjà d'être présidente de ce réseau au tout début, qui était un réseau au début lyonnais. Je me rappelle, pour les premières fois où j'allais à Lyon, les gens me disaient, mais c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà, il y avait quelques petites réticences que finalement, par les actes, on a montré que tout se passait bien. Et puis après, avec d'autres femmes de réseau, bon, j'ai essayé de se dire, on va travailler en commun, voilà, sur l'entrepreneuriat, mais il y avait aussi des histoires d'ego, etc. Donc, pour moi, que ce soit homme ou femme, il y a eu des deux côtés, il y a eu des barrières à faire tomber. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ego, de comment tu as vu l'ego entrer dans les négociations? C'est-à-dire que beaucoup de gens vont oublier qu'ils sont… alors, quand je parle de l'associatif, ils oublient qu'en fait, ils travaillent pour une collectivité, d'accord? Ils représentent une collectivité. Et en fait, la problématique qu'on voit souvent, c'est que la personne, son rôle de président, c'est sa vie, en fait. Voilà, c'est un pouvoir qui est énorme. Et ils oublient quelquefois, justement, qu'ils représentent une collectivité. Voilà, et c'est moi, je, moi, je, moi, je. On voit la personne partout, mais que font les membres? Qui sont-ils? Quelles sont les actions? Voilà. Mais après, quand j'ai un peu analysé ça, c'est aussi une faiblesse. Ce sont des gens qui ont besoin de reconnaissance et qui s'en servent justement comme reconnaissance, comme ce pouvoir de reconnaissance. Ouais. On a un mandat, ça n'est jamais qu'un mandat que les gens nous donnent. Okay. Il y a beaucoup de questions sur le chat. Alors peut-être avant de laisser la parole à Sylvia, mais question qui peut être à la fois pour Alexia et pour toi, Cécile. Il y a des questions sur les pauses de vie, quand on fait une pause de vie, forcée ou non, mais, et qu'on a une rupture, entre guillemets, dans son parcours professionnel. Comment vous l'avez vécu, vous, en tout cas, quel conseil vous auriez à donner pour expliquer ou non d'ailleurs, mais en tout cas cette rupture? Alors, moi, je vais commencer. Pause de vie, quand j'ai arrêté le métier de salarié, enfin, quand j'ai arrêté d'être salariée. Là, de me retrouver à la maison pendant quelques mois, moi, je vous dis franchement, ça a été un enfer. Voilà. Et ça a été un enfer pour mon entourage, parce que même mes enfants, ma fille, la dernière, qui travaille très, très bien à l'école, j'ai vu ses notes complètement baissées, chuter. Et je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? On me convoquait à l'école, j'ai dit tout. Et puis après, un jour, j'ai compris, c'est parce que j'étais sur son dos, j'étais à la maison. Et puis elle avait pris, elle avait l'habitude de tout bien faire. Et moi, je rentrais, t'as fait quoi? Tu fais ci? Non, elle n'a pas supporté. Et je suis partie pour me ressourcer et pour pouvoir, comme j'avais en tête ma première entreprise, je suis partie à l'étranger pendant quelques mois. Ça nous a fait du bien à tous. Prendre un peu de recul. Ouais. Ouais, moi, ça a été un peu l'inverse. C'était plutôt une bouffée d'oxygène quand j'ai pris la décision de me dire, bon, là, je m'en vais parce qu'ici, je ne me retrouve pas pour aller me retrouver moi-même. Et du coup, pendant les 6 mois de voyage, j'ai pris ça vraiment comme une vraie pause en me disant, là, je sais que pendant 6 mois, je vais voyager, je vais souffler parce qu'après, je vais être à 200%, 300%, 500%. Parce que même si je dis que je vais chercher mon fils à 17h30 à la crèche, ça ne veut pas dire que après 20h, on ne retravaille pas. Et je ne sais pas si ça a été bien expliqué, mais Félix va le chercher un jour sur 2 et moi un jour sur 2. Donc, on se répartit. Équité, parfaite équité. Oui. J'avais une question pour Cécile, si vous me permettez, parce que tu as accompagné beaucoup de femmes entrepreneurs, on en a parlé, tu nous dis il faut oser, arrêter de s'excuser. Est-ce que tu peux nous dire un mot du vocabulaire que tu incites les femmes à bannir? Parce que je trouve que c'est très, très représentatif. Le mot petit. Voilà, une femme va toujours vous dire j'ai un petit local avec une petite entreprise. Voilà, tout est petit en fait. Donc, moi, je leur dis en termes d'image, ça ne va pas. En termes de… Voilà, l'exemple. Moi, je me rappelle une personne qui avait des compétences, qui avait une agence de marketing et qui avait vraiment des compétences extraordinaires. Et en fait, un jour, elle me dit, je dois…
j'ai envie d'aller vers Clarins comme client, mais j'ose pas parce que j'ai une petite entreprise. Et ça, c'est des choses, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas l'histoire de ton entreprise, c'est ton expertise qui compte. Est-ce que tu vas comprendre ça? Et ça, je l'ai retrouvé, mais je sais pas combien de fois, des mots petits. Et puis, il y a un autre mot que moi, voilà, c'est le mot bébé. Voilà. Donc, mon entreprise est mon bébé. Et moi, je leur disais, non, c'est pas un bébé, c'est un moyen de gagner de l'argent. Voilà, vous adoptez, vous en faites, mais arrêtez de me dire que les entreprises sont des bébés parce que du coup, on met beaucoup trop d'affect. Et en fait, une entreprise, il ne faut pas mettre autant d'affect que ça. Sinon, voilà, on loupe beaucoup de choses. Plus vous mettez de l'affect, alors quand je dis de l'affect, ça veut dire qu'une personne, elle va mettre énormément de temps à réaliser ce qu'elle doit réaliser en temps normal si elle met, parce qu'elle va se donner des excuses. Voilà, il va y avoir toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, ces réseaux aussi qui sont actionnels ou d'autres servent aussi à ça. C'est un peu enlever tout cet affect et avancer. Merci beaucoup, Cécile. Sylvia, la parole est à toi. Merci, Cécile, pour ce partage. Il y a plein de choses à dire sur le récit de Cécile, évidemment. Alors, elle a commencé par dire quand on travaille à la maison, c'est qu'on ne travaille pas. Donc, puisque tu travailles à la maison, tu passeras à la poste, si tu n'emblèmes pas de faire les courses, etc. Du coup, tu récupères les enfants à 17h, bien sûr. Et Karine, je ne vais pas te chauffer sur le sujet, mais si je te dis qu'avec le confinement 2020, la condition de la femme a un tout petit peu régressé par rapport à ça, évidemment, tu es capable de tenir 25 minutes sur le sujet, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit assumer aussi, quelle que soit notre façon de travailler. On travaille aussi et notre travail n'est pas moins important. Et ça, c'est souvent le réflexe de certains aussi, même des fois des hommes bien intentionnés, hein, mais qui pensent que, eux, ils ont une vraie réunion. Oui, mais moi aussi, j'ai un vrai travail, en fait. Oui, non, mais moi, c'est une vraie réunion. Très bien. Voilà. Donc, évidemment, c'est un point de contexte qui a été vraiment le cas avec le confinement où les femmes ont récupéré du coup en grande majorité, tant mieux si ce n'est pas le cas chez vous, hein, franchement, mais en grande majorité les tâches ménagères, l'éducation des enfants quand l'école était fermée, etc., etc. Bon, ce petit préambule fait. Il y a plein de choses intéressantes, évidemment, dans ce que nous dit Cécile. Elle nous parle beaucoup des mots. Les mots en négociation, alors évidemment MOTS, parce qu'il y a aussi des MAUX, mais ça, on en parlera plus tard. En tout cas, tous les mots ont leur importance en négociation. Elle a dit, elle en a parlé plusieurs fois, elle a parlé de oser. Ça, c'est un mot qui nous est cher avec Karine et Julie aussi. En négociation, elle a parlé de trouver les bons mots pour parler à ses enfants. Elle a parlé des mots qui tuent l'assertivité dans l'œuf. Petit, il faudrait, si jamais, sans te déranger, je suis navrée, etc., qui font que du coup, la demande qui derrière, finalement, n'a pas tellement de valeur, puisque vous la mettez tellement en petit et au conditionnel que si on l'oublie, finalement, entre ça et rien, on n'est pas très loin. Donc, évidemment, ces mots sont importants. Et notamment aussi pour ne pas froisser l'ego de l'autre, parce que ça demande, et c'est ce qu'elle a fait, de comprendre aussi à l'autre, ça veut dire que d'être entrepreneur, de le faire rentrer dans notre univers et de comprendre que ce n'est pas parce que je reste à la maison que du coup, en fait, j'ai le temps de prendre un bain, et des fois, c'est même l'inverse, c'est des femmes qui n'ont pas le temps de déjeuner le midi. Donc, voilà, c'est plutôt ça. Donc, les mots sont toujours importants, encore une fois, pour ne pas blesser l'ego de l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier que parfois, les gens sont à des années-lumière de se rendre compte de ce que vous vivez et qui, du coup, se comportent comme des gens misogynes, alors qu'au fondamentalement, ce n'était pas le cas. Et donc, les mots sont toujours importants dans une négociation pour vous amener à faire un pas vers moi sans pour autant abîmer votre ego, vous froisser, qui ferait que vous pourriez prendre la décision de ne pas poursuivre les discussions, alors que finalement, on pouvait simplement trouver un accord. Après, elle a parlé de négocier son départ et que finalement, ils étaient pressés de vous voir partir, Cécile. Tant mieux, quand l'autre a la pression du temps, c'est toujours un élément favorable en négociation. Donc, si je veux négocier mon départ et que mon employeur est très pressé que je m'en aille, la pression du temps est sur lui. Néanmoins, je garde aussi la pression psychologique. Et donc ça, c'est un autre sujet, parce que si, du point de vue de la négociation, le fait que la pression du temps soit sur l'autre, c'est une chose. Maintenant, encore faut-il gérer la pression psychologique. Et tu l'as dit, Cécile, pas forcément l'envie de rentrer dans une situation conflictuelle, relationnelle, tendue, etc. Et tu vas chercher le négociateur qui te convient, donc le décideur, celui qui t'a recruté,
Et ça aussi, c'est une façon de gérer intelligemment et avec maturité sa négociation, c'est de se dire, voilà, il y a des combats que je ne vais pas pouvoir mener, donc peut-être ce serait plus utile que je tienne tête au RH en disant, enfin au RH ou au manager qui voulait se séparer de toi, Cécile, mais en disant, ouais, ben moi je ne suis pas pressée, donc les gars, c'est quand vous voulez, mais si vous voulez me sortir, il faut aligner un chèque. Mais encore faut-il être capable de tenir cette posture plusieurs semaines, etc. Et donc, si ça, on n'est pas capable de le mener, eh ben, il faut trouver une autre voie. C'est ce que tu as fait, Cécile, pour négocier. Après, évidemment, on a reparlé du pouvoir personnel. Hein. Alors, tu as parlé de ta couleur de peau, le fait d'être une femme, le fait de venir d'une culture qui a été mixte et différente. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, mais évidemment, on voit à quel point c'est toujours présent quand on fait nos webinars. Hein. Donc, je suis trop jeune, je suis trop blonde, je suis trop petite, je suis trop noire, je suis trop blanche. Voilà. Tout ça qui fait que finalement, notre pouvoir personnel, finalement, est toujours une question. Et puis, il y a le non négociable. Et ça, vous en êtes souvent à nous parler de ça. Comment j'assume que... à la fois, des fois, je dois assumer que à 17h30, les gars, je vous l'ai toujours dit, je vous laisse tomber parce que j'ai une autre contrainte. Et peut-être c'est aller faire du chant, peut-être c'est aller faire du crossfit, peut-être c'est aller récupérer mes enfants. Mais en tout cas, c'est mon équilibre perso et je n'y toucherai pas. Et ça, on vous l'a déjà dit, mais on vous le redit, ne lâchez rien. Parce que si je vous dis, mon équilibre profond, c'est le lundi soir, je fais de la boxe, mais ça participe à évacuer les tensions, à faire de moi quelqu'un d'équilibré, un bon manager sur le reste de la semaine. Si je lâche une fois, ma position de principe ne tombe plus. Ah, ben, la semaine dernière, tu t'en es bien tiré, pourtant, tu n'es pas allé à la boxe. Bon, ça va, la boxe, hein, tu n'as qu'à faire ça le dimanche. Oui, mais c'est lundi, les entraînements. Okay, donc, le non négociable, eh ben, on ne le négocie pas, justement, c'est par principe. Et choisir son combat. Et donc, c'est ce que nous dit un petit peu Cécile aussi, c'est qu'il y a des moments, il y a des combats qui vont être faciles à mener et des fois, il faut arbitrer entre sa vie pro et sa vie perso. Et se dire, dans une négo, quand on a 18 sujets à négocier et qu'on a 3 heures pour se mettre d'accord, tout simplement, ce n'est pas possible. Sauf à s'être mis d'accord avant, mais sinon, ça ne marche pas. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on demande en l'autre? Eh bien, de hiérarchiser et de sélectionner les points qui vont être vraiment importants pour lui dans cette négo. Et c'est cela qu'on va mener. Et je pense que dans les négos qu'on mène avec soi-même, il y a ça aussi. Il y a de définir ce qui n'est pas négociable, mais définir dans tout ce que j'aimerais négocier, finalement, c'est quoi mes priorités. Et donc, parfois, ça implique des renoncements, ça implique de se dire qu'on n'est pas la bonne négociatrice, ça implique de se dire, ce truc-là, c'était vraiment bien de l'avoir, mais dans les faits, ce n'est pas si important. Et l'énergie que j'ai à y consacrer ne mérite pas que je m'abîme la santé pour essayer de négocier ce truc qui n'était pas finalement ma priorité. Et puis, Karine, tu me fais un signe si j'arrête, sinon j'en ai un petit dernier. J'y vais. Petit dernier sur la gestion du stress. Parce que toutes les deux, à la fois Alexia et Cécile, vous nous avez parlé de ce qui vous ressource. Et ça a été pour chacune un break, finalement, qui a été important. Alors, l'une s'est ressourcée chez elle, l'autre, pas du tout, ça on l'a bien compris. Mais en tout cas, le break et le voyage, ça a été des choses qui vous ont ressourcé. En négociation, le stress est toujours un sujet, d'accord? Parce que c'est très rare de mener une négociation sur sa vie perso, sur son travail, sur son salaire, sur son création d'entreprise, sans que ça ait aucun impact finalement sur notre cogitage, nos bonnes heures de sommeil, etc. Donc, ce n'est pas grave. Le stress, évidemment, ça fait partie de la vie. C'est ce qui fait qu'on n'est pas tous morts dans l'histoire de l'humanité. On a été stressé par des stimuli, on a réagi, on s'est sauvé et après, on a récupéré. Donc, ça va. Mais ce que je trouve intéressant, c'est une notion dont on parle souvent chez ADN. Il y a la résilience. Et la résilience, c'est j'ai vécu un trauma, donc j'ai vécu une situation qui était difficile, j'ai fait un burn-out, etc. Et je suis revenue à ma vie d'avant. Ça, c'est la résilience. La croissance post-traumatique, c'est un peu plus que ça. C'est de se dire, maintenant, je sais les petits signaux qui s'allument et sur lesquels je dois faire attention. Je fais de la tachycardie avant de dormir, j'envoie un mail à 5 heures du matin, je suis très agressive avec mon conjoint, j'ai plus envie de voir mes amis. Là, c'est des petits signaux où mon corps me dit, attention, tu es en train de rentrer dans une zone rouge. Et l'autre chose qui va avec et qui est super importante, c'est une fois que je connais mes signaux d'alerte, je connais aussi ce qui me fait du bien. Et en l'occurrence, l'une, Alexia va peut-être se dire, si, et je ne te souhaite pas bien sûr, être dans une situation difficile, de se dire, attends, je me ressource un peu chez moi, là je fais un petit break.
Cécile, on sait qu'il ne faudra pas lui faire ça, sinon elle va finir par tuer quelqu'un. Donc, elle va peut-être faire un petit voyage. Mais dans tous les cas, c'est se connaître, ce qui nous fait du bien pour nous ressourcer. Et ne pas oublier qu'on est toutes hyper différentes là-dessus. Il y a chez nous, dans tout le panel de femmes qui nous écoutent ce soir, des hyperactives qui vont adorer aller faire du shopping, aller faire du sport, aller faire de tout ce que vous voulez. D'autres qui vont adorer rester chez elles avec un bon bouquin qu'elles n'ont jamais eu le temps de lire, avec un petit thé à la menthe à côté. Il y en a qui vont vouloir faire une soirée, refaire un after work comme quand elles avaient 20 ans avec leurs copines de toujours, leurs anciennes copines, leurs vieilles copines, comme dirait Karine. En tout cas, c'est très important de savoir que le stress fera toujours partie de vos négos. Et donc, surtout, sachez ce qui vous ressource. Et on est toutes différentes. Surtout dans un moment, Sylvia, parce que tu nous as ouvert une porte là-dessus, mais surtout dans un moment quand même où, même si les écoles ont redémarré à plein temps et tout, on est quand même dans un moment de transition important. Alors moi, je voudrais quand même rappeler un chiffre, c'est que pendant les périodes de travail à la maison, il y a maintenant des stats assez ouvertes où on sait que les collaborateurs et les collaboratrices ont en moyenne travaillé plus 30%. D'accord ? On travaille plus 30% quand on est à la maison, en moyenne, encore une fois. Donc, si vous ajoutez à ça l'augmentation des charges, en tout cas des tâches domestiques, familiales, enfin, le fait de prendre soin des autres, c'est important, quoi. On est quand même dans un moment qu'on le veuille ou non, encore une fois, mais on est dans un moment où je pense que la charge et donc la charge émotionnelle est forte. Donc, prenons soin de soi et prenons soin les uns des autres. Cécile, Alexia, est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier mot, quelque chose que vous aimeriez partager, que vous aimeriez laisser à toutes les femmes qui vont négocier, qui négocient aujourd'hui et qui vont négocier demain et qui vont entreprendre? Peut-être celui de oser être soi-même et de ne pas avoir peur de tomber, parce que tomber, ça veut dire se relever aussi. Donc, c'est important de se lancer. Merci, génial. Merci. Cécile? Alors moi, évidemment, c'est de voir grand. Pour récolter quelque chose, c'est vraiment voir très grand et arrêter de se mettre des barrières et vivre pour soi-même aussi, vivre vraiment pour soi-même, suivant ses convictions. Et c'est quand on change nous-mêmes que les autres finissent par changer. Merci beaucoup, Cécile. Merci, un immense merci, Alexia, Cécile, pour ce super partage hyper transparent et très humain. Merci, Sylvia, pour le décryptage. Aurélie, Julie, est-ce qu'on a encore quelque chose, une date? Non, pas encore. On n'a pas encore de date, mais ça ne saurait tarder. On vous tiendra bien sûr informé sur LinkedIn de la date du prochain webinaire et vraiment, on vous invite à rejoindre le réseau, à partager aussi vos initiatives pour plus d'égalité. Moi aussi, je voulais remercier nos invités, Karine, Julie et Sylvia, et pour ces mots sur l'authenticité, la liberté, la prise de risque. C'est aussi des messages que vous mettez dans le chat, mais c'est de l'énergie et de l'optimisme. Donc, merci pour tout ça. Et puis, merci Sylvia pour tes petits tips sur la gestion du stress. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Donc, on vous souhaite une soirée relaxante. On vous donne rendez-vous a priori dans 2 mois et surtout, on reste en contact sur LinkedIn. Et avec le podcast, les négociatrices. Prochain épisode bientôt en ligne. Merci à tous pour votre présence. Merci à toute la super équipe ADN Women. Alexia, Cécile, merci pour votre présence et vos partages et votre générosité. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent. On vous voit. Rejoignez-nous sur LinkedIn. On va avoir beaucoup d'actualités. Je ne veux rien dévoiler ce soir, mais pour la fin d'année, on prépare des belles choses avec Karine et Sylvia et toute l'équipe Women. Donc, on sera très heureuse de bientôt vous partager tout ça et de transformer toutes ces rencontres en réel. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Le nom du groupe, c'est ADN Women sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez toutes nous connecter. On vous répondra avec plaisir. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à dans 2 mois. À bientôt. Bye bye. Bye bye.